Est-ce qu'on m'entend? Ouais, parfait. Je vais essayer de comprendre comment le clicker fonctionne. Gros bouton vert? Super. Salut tout le monde, ça va bien? Ouais. Euh, Aujourd'hui, ce que je vais parler, c'est oui de la protection des données, oui un peu du Zscaler, mais ça va vraiment être un mix des deux. Je vais aussi introduire la loi 25, je vais en parler brièvement. Je sais que tout le monde se fait placarder les oreilles avec la loi 25, là, fait que je vais y aller mollo un peu. Puis je ne vais pas y aller trop dans le théorique, je vais y aller plus dans le pratique. C'est vraiment ça que je voulais amener aujourd'hui, là. C'est vraiment comment on prend quelque chose qu'un consultant vous a amené, puis qu'on le transforme en un programme qui peut être un peu plus opérationnel. Donc, je vais faire la présentation bilingue. Est-ce que le monde parle français ou anglais ici? Les slides, je les ai faites en anglais au cas où. English or French? Is everyone speaking French here? Yeah, everyone speaks French? OK, perfect. Fait que les slides vont en anglais pour les gens qui parlent pas français. Euh, qui je suis en fait? Ben moi, ça fait 10 ans que je travaille en sécurité. J'ai travaillé comme consultant, j'ai travaillé dans une banque, j'ai commencé dans l'armée, donc j'ai vraiment fait tout ce qu'il y avait à faire à peu près en sécurité, puis je continue d'apprendre. Pour moi, c'est important aussi de m'éduquer, fait que j'ai fait un bac puis une maîtrise en sécurité informatique, puis spécifiquement, j'ai terminé en Zero Trust Architecture. Fait que j'ai fait plein de types de programmes. J'ai eu la chance de travailler avec des ciseaux, j'ai eu la chance de travailler avec des plus petites compagnies, avec le fédéral, avec le provincial. Puis je me suis toujours intéressé à tout ce qui était sécurité, donc j'essaie d'en parler lorsque possible. Lorsque j'ai quelque chose à amener, j'essaie de faire une présentation, j'essaie de l'amener devant tout le monde. Puis j'ai certains de nos clients qui sont là aujourd'hui, fait que je ne vais pas dire trop de conneries. Ce qui est important, je ne suis pas votre avocat. Ce que je dis, c'est ce que je pense. Allez parler à votre avocat pour tout ce qui est loi 25, data protection. Je n'ai pas d'avis légal, fait que ça, c'est important à comprendre. Pourquoi j'ai fait cette présentation-là? C'est un peu comme je l'ai mentionné au début, le cercle vicieux des audits. Okay? Vous allez toujours en avoir, vous allez toujours en voir, vous allez toujours devoir dealer avec les conséquences de ça. Ce qui se passe généralement, c'est que vous allez avoir votre avocat, votre consultant préféré, va venir vous faire un assessment, puis ça va terminer avec une liste de choses que vous devez faire. Sinon, quelque chose va arriver, right? Là, le problème dans lequel vous vous retrouvez, c'est que vous avez une liste de choses à faire, vous ne savez pas comment l'implémenter, c'est très difficile. Les gens ne réalisent pas, ou du moins les consultants ne réalisent pas à quel point c'est difficile de prendre une recommandation puis de l'opérationnaliser, parce que souvent, ce n'est pas des gens qui ont mis les mains dans la machine, ne comprennent pas comment ça fonctionne. Des fois, ils émettent des recommandations qui sont complètement, ou du moins très, très, très difficiles à implémenter. Donc, mon but un peu, c'est d'exposer ça, puis de peut-être donner le background des practitioners aux consultants, puis aux consultants des practitioners. Évidemment, il y en a que vous n'allez pas être capable d'opérationnaliser parce que ça va coûter cher, ça va être difficile, ça va prendre la main-d'œuvre, ça va demander des fois des choses qui n'existent même pas dans la vraie vie ou qui sont presque impossibles théoriquement. Donc, le point vraiment que j'essayais d'amener, c'est que les recommandations sont difficiles à implémenter. Les opérationnaliser, ça va être excessivement difficile. Donc, je voulais amener un peu une façon de le faire pour le data protection, comment nous on le fait, comment Zscaler le fait, parce que c'est pas juste de balancer un outil à un problème, c'est vraiment d'essayer d'amener un peu plus de valeur que ça. Écoutez-moi, j'étais un consultant avant, donc je l'ai fait. J'ai été des deux côtés, j'ai travaillé dans une banque et j'ai travaillé comme consultant, donc je suis arrivé des deux côtés, donc j'ai quand même une bonne expertise des deux niveaux. Et c'est encore plus difficile pour le data protection. Comme vous pouvez voir, là, j'ai mis des petits screen caps de breach qu'il y a eu là, dans la dernière année, dans les 2 dernières années. Ça n'arrête pas, ça continue, ça va en augmentant. Puis là, en plus, avec la loi 25, vous devez maintenir un registre, vous devez avertir le Privacy Commissioner si c'est un risque grave. Donc, il y a la réglementation aussi commence à suivre. Fait que j'essaie, dans le fond, de vous outiller pour pas que ça arrive et qu'on n'ait pas votre compagnie dans le journal. Donc là, on prend le taureau par les cornes. On va dire qu'on a eu cette recommandation-là, OK? Votre département d'achat, votre procurement, doit simplement partager les purchasing orders qui sont signés vers l'outil Box. Si on prend le statement comme ça a l'air simple, right? Pas le droit de partager des factures ailleurs, les factures doivent être signées. Mais lorsqu'on décortique ça, ça devient vraiment, vraiment compliqué. Parce que, comment qu'on sait que c'est quelqu'un qui est du procurement? Comment qu'on sait que c'est un purchasing order?
comment on sait qu'il est signé, comment on sait qu'il est sur box, combien on va vouloir arrêter, est-ce qu'on a un threshold, est-ce qu'on a un minimum de 1 purchasing order, est-ce que ça va être 5, est-ce que ça va être 10, comment on opérationnalise ça, ce qu'on fait sur tous les channels, endpoint, imprimante, laptop, cellulaire, etc., ça devient très difficile. Ensuite, comment est-ce qu'on peut valider l'efficacité de ça? Est-ce qu'on va vouloir le faire dans le cadre d'un SOC 2? Est-ce que votre third party va demander de valider que cette règle-là est bien appliquée? Donc, ça, c'est une des peut-être 180 recommandations que vous allez avoir. Ça va être important de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne, comment est-ce qu'on peut la décortiquer. Puis je ne suis pas en train de minimiser le travail, mais c'est énormément de travail, surtout quand vous en avez des centaines comme ça, peut-être à un certain moment donné. Donc, je compatis avec vous, je comprends où est-ce que vous êtes, puis c'est un peu pour ça que j'ai essayé d'amener comment Zscaler le fait, parce que je travaille chez Zscaler, puis on a une façon de le faire qui est assez simple, ou du moins plus simple qu'on pourrait le croire. Maintenant qu'on a établi un peu que le data protection, c'est pas facile à implémenter, j'aimerais vous rappeler qu'il y a plusieurs channels d'exfiltration. Okay? Quand on fait de la sécurité de données, il ne faut pas oublier qu'il y a des ordinateurs, il y a des imprimantes, il y a le cloud, il y a des bases de données, il y a des cellulaires. D'ailleurs, je prends un moment pour regarder ce cellulaire-là. C'est un cellulaire chinois qui est en vente chez Walmart. Ça m'a bien fait rire. Il vient avec des applications comme WeChat. Donc, si jamais vous voulez acheter ça à votre enfant pour Noël, faites-le pas. J'ai pas confiance en ce cellulaire-là. Fait que tout ça pour dire, si on revient, il y a des channels d'exfiltration qui sont énormes. Pensez un peu comme l'île de Montréal. Il y a des rivières qui passent au travail, il y a le fleuve, il y a des autoroutes. Vous ne savez pas vos données ils sortent de où. C'est très, très, très difficile à répertorier. Puis je ne suis pas en train de dire que ça va être facile non plus. Mais il y a des moyens de faire, au moins d'essayer de capturer 80-95% du trafic de manière simple. Le 5% va toujours être difficile. Il n'y a pas de solution magique. Ça peut être quelqu'un qui décide, qui prend une photo avec son cell de l'écran puis qui s'en va. Puis ça va être excessivement difficile à bloquer. Mais tous les autres moyens, ou la majorité des autres moyens, en ce moment, on a un moyen de le capturer. Puis c'est ça aussi. Donc, le message, c'est faites attention au channel. Vous ne voulez pas que votre donnée se retrouve à Laval. C'est le dark zone du trafic. La deuxième partie de pourquoi dans le fond, la protection des données, c'est difficile, c'est parce qu'il y a des données qui sont structurées et il y a des données qui ne sont pas structurées. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec des classes de données qui sont différentes. Donc, on a parlé des channels d'exfiltration, mais là, on regarde la donnée, qu'est-ce qu'on essaye réellement de protéger. Ça vient dans 100, 200, 300 formes différentes. Ce qui fait que quand vous allez vouloir faire une règle de protection des données ou une politique de protection des données, vous pouvez commencer à désigner des channels. Des channels, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être 15, 20, 30, mais des types de données, il y en a des centaines. Ce qui fait que vous allez commencer à essayer de corréler ça. Ça va devenir très, très, très difficile. Puis vous allez rapidement réaliser que vous allez devoir choisir des types de données que vous voulez attaquer en premier. Si on parle de la loi 25, je ne vais pas tout reprendre de la base, là, mais on s'entend que les pénalités peuvent être très élevées. Ça peut faire excessivement mal à votre compagnie. Il n'y a pas eu encore ou du moins pas que j'ai vu là, de pénalités qui sont publiques. Mais par contre, il ne faut pas oublier que tout peut faire l'objet d'une requête d'accès à l'information. Donc, si votre compagnie se fait breach et que vous devez, dans le fond, envoyer ça à la CAI, la Commission d'accès à l'information, vous pouvez faire une demande d'accès à l'information et tout le monde peut voir que votre compagnie, par exemple, a eu un problème de protection des données. Le monde va savoir si vous avez eu des pénalités aussi. Donc, pour un peu valider votre posture de sécurité avec les tiers, c'est important que tout le monde va finir par être au courant. Fait que faites attention, c'est un peu le mot d'ordre. C'est très difficile aussi d'être compliant avec la loi 25. Il y a encore plusieurs interprétations. Il y a des gens qui ne sont pas trop sûrs, il y a des gens qui n'ont rien, il y a des gens qui n'ont pas encore de registre, il y a des gens qui n'ont pas encore de Data Privacy Officer. Donc, très, très, très important de regarder à ça. Puis le message en bas, je ne suis pas votre avocat, mais je pense que vous devriez faire affaire avec une firme de professionnels pour ça parce que ça vaut la peine. Nous, ce qu'on a fait chez Zscaler, c'est qu'on a pris tous les requis de la loi ainsi que d'autres. Là, on a aussi regardé GDPR, mais principalement la loi 25 et PIPEDA. On a été mapper ça, en fait, à certains contrôles qu'on est capable d'offrir. Donc, évidemment, l'access control, voir le data, donc data discovery, l'utilisation des données, le transfert des données, l'effacement des données et l'accès non autorisé aux données. Vous remarquerez qu'il y a comme un espèce de gros carré autour de ça, ça s'appelle le incident control.
on est capable d'automatiser aussi la gestion des incidents. Donc, détecter les incidents, c'est une chose. Ensuite, on veut les automatiser pour les amener à bon port, puis éventuellement fournir votre registre avec cette information-là. Donc, si on reprend notre cas d'utilisation du départ, on se rappelle qu'on avait juste le droit de partager des factures payées depuis le département de procurement vers l'application Box. Bien là, avec la loi 25, vous devez aussi le mettre dans un registre parce que c'est la loi. Donc, au-delà des recommandations des consultants, s'il y a une brèche à ça, s'il y a une brèche, dans le fond, à votre data protection, puis qu'il y a des informations personnelles qui ont été divulguées, ben, c'est important de le mettre dans votre registre. Puis je vais vous montrer aussi c'est quoi un registre par la suite. Je vais vous donner un exemple. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça. Donc, c'est important de l'avoir. Puis je vais vous montrer un peu à la fin comment on peut le remplir. Nous, chez Zscaler, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les channels possibles. On essaye de prendre tous les channels possibles. Donc, le endpoint, le inline, donc tout le trafic entre le endpoint et l'Internet. Donc, dès qu'il y a de l'information qui sort, nous, on prend ça, on l'envoie vers notre cloud, puis on l'analyse. Et tout ce qui est out of band aussi. Donc, quand on parle out of band, c'est par exemple votre SharePoint corpo, votre OneDrive corpo, votre G-Drive corpo. Donc, on prend, dans le fond, l'information pour voir s'il n'y a pas un tiers qui a partagé de l'information là-dedans ou s'il n'y a pas du malware qui a été déposé. Donc, on essaie de prendre le plus large possible. C'est sûr que ce n'est pas tous les channels d'exfiltration, mais habituellement, dans 95% des cas, ça part d'un endpoint sur une clé USB, ça part du endpoint vers l'Internet ou ça s'en va, dans le fond, sur une application SaaS corporate ou pas corporate dans le cas du inline. Donc, j'ai mis des petits exemples en bas. Là, donc, je vais expliquer un peu par la suite qu'est-ce que ça veut dire de notre côté, mais notre but, c'était premièrement d'attaquer le plus de channels possible pour que ça vous facilite la vie, puis qu'on soit capable de regarder 95% le plus rapidement possible. Comment on a fait ça? On a pris le truc un peu à revers. Les gens sont habitués de prendre l'information, de la taguer, puis ensuite de la mettre sur un SaaS ou un SharePoint ou un OneDrive ou peu importe. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, on sait que ça va être trop difficile de tout taguer. Continuez à faire ce que vous faites. On va se mettre de manière transparente entre vous et la destination et on va catégoriser tout ce qu'on voit. Donc, peu importe si ça s'en va vers un truc corpo ou sur le Gmail personnel de la personne, Facebook, Twitter, LinkedIn, l'imprimante, la clé USB, peu importe, on va prendre cette information-là, on va catégoriser ça, on va mettre dans notre dashboard. Fait que là, par exemple, vous voyez que pour les 90 derniers jours, il y a eu 16 000 documents qui ont été catégorisés par le machine learning par 107 utilisateurs sur 10 applications différentes. Puis on vient les catégoriser, comme là, par exemple, on a une dizaine, une douzaine de catégories différentes. On en supporte environ 90 actuellement, puis on en augmente à chaque fois. Vous pouvez construire vos propres catégories aussi, mais le but étant essentiellement de ne pas regarder le tagging. On peut le faire, on peut ingérer le tagging, mais c'est aussi avec le status quo, qu'est-ce qu'on voit, où est-ce que ça s'en va, c'est quoi la source, c'est quoi la destination. Vous pouvez voir un peu, là, ça c'est un exemple par exemple, on peut aller drill down, puis on peut dire, OK, dans les documents qui ont été classifiés tax, qu'est-ce qui est parti sur Google Drive, quel utilisateur, puis c'était quel type de fichier, puis pourquoi on l'a assigné comme ça. Donc on peut tout aller voir les logs, on peut faire du incident hunting, là, donc un peu comme du threat hunting, mais d'incidents de protection des données, puis vous êtes capable, dans le fond, de naviguer comme ça jusqu'à temps que vous trouviez quelque chose qui ne vous convienne pas. Puis là, vous pouvez décider de bloquer le channel au complet ou de mettre une règle très spécifique pour bloquer le type de données qui s'en va vers cette destination-là. Fait que ça, c'est out of the box, il n'y a aucune règle. Ça, c'est juste, ça existe, là. Vous avez installé ça, puis après une semaine, c'est ça que ça vous sort comme rapport. Vous pouvez voir ça en tout moment. Puis c'est adaptatif aussi. Donc, si vous voulez, dans le fond, changer, mettre des règles, bloquer certaines applications ou bloquer, dans le fond, certains types de fichiers ou de contenus, vous pouvez juste pousser ces règles-là, puis automatiquement, dans le fond, vous allez commencer à couper des channels et certains flux d'exfiltration de données. Donc, c'est très, très simple. Moi, je vous ai fait un exemple. J'ai construit une règle. Donc, j'ai pris le code d'usage de tantôt. Donc, je me suis dit, l'action, c'est bloquer. Je ne sais pas si j'ai... Je pense que j'ai pas de flashlight là-dessus, mais j'ai pas de laser. J'ai-tu un laser? Non, c'est pas grave. J'ai pris dans le fond l'action bloquée vers l'application Box. Donc, nous, on reconnaît automatiquement toutes les applications web. Donc, l'application Box, l'engin, je l'ai créé spécifiquement pour les purchasing orders. Donc, on est capable de reconnaître les templates de votre purchasing order. Donc, le template est toujours le même ou presque toujours le même, qu'il soit rempli différemment ou pas.
On prend le footprint du template, puis on est capable de reconnaître avec du OCR, donc la visibilité par imagerie. Même s'il est signé, même s'il y a des données, on le reconnaît. Puis ensuite, on peut dire, on s'attend à ce que ça soit un PDF. Donc, si c'est en PDF, c'est un purchasing order. Puis là, j'ai mis un groupe de tests et que ça arrive sur des protocoles HTTP, HTTPS, il n'y a pas de problème, on déchiffre tout le trafic, on va le bloquer. Donc, on est capable de construire cette règle-là, ça me prend environ 5 minutes. C'est pas très difficile. Évidemment, les règles ne sont pas parfaites, c'est pour ça qu'on doit les tester. Tout le monde qui avait du DLP, Data Protection ici, vous savez, c'est le programme le plus dur à avoir du premier coup. Vous allez avoir des faux positifs à côté, c'est sûr. Ça va toujours arriver. Nous, ce qu'on fait par contre, c'est qu'on sait qu'il va y avoir des faux positifs parce qu'il y a des documents qui vont se ressembler. Ça va être un purchasing order test, peu importe. C'est normal, on le sait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on peut encore venir valider, dans le fond, la règle avec le machine learning. Donc là, on est capable de voir dans le temps réel, on passe 100 000, 10 000, peu importe, purchasing order par mois, par année. On va venir corréler avec la robotique, donc le machine learning, pour voir si on avait raison. Donc, vous êtes capable vraiment d'aller corréler si votre règle fonctionne. Fait que vous êtes capable vraiment d'améliorer l'efficacité, puis éventuellement de ne plus avoir de faux positifs, ce qui serait l'idéal. Mais on sait que c'est très difficile. Donc, idéalement, on se retrouve avec un dashboard comme ça, où toute l'information a une agrégation, donc ce que vous voyez versus ce que vous ne voyez pas, pour éventuellement tester la validité de vos règles. Là, la beauté, c'est qu'on est capable d'aller automatiser ça. Pourquoi? Parce qu'on le sait, ça va faire des alertes, ça va être très difficile des fois à gérer, vous n'avez pas la main-d'œuvre pour le faire. Nous, on a créé des workflows automatiques. Donc, on a des templates que vous pouvez utiliser, vous pouvez modifier aussi, vous pouvez créer vos propres templates. Puis dans ce cas-ci, j'ai donné un exemple. C'est sûr que vous allez avoir des incidents, c'est sûr que vous allez avoir des faux positifs, des faux négatifs. C'est pas grave. Dans ce cas-ci, on va venir traiter. Par exemple, le workflow que j'ai mis en ce moment, ça va envoyer un message sur Teams, par exemple, à l'utilisateur. Ça va dire, est-ce que c'est une application, est-ce que vous avez fait exprès d'envoyer ce document-là parce qu'on l'a repéré, on l'a flagué. Puis là, sur Teams, je peux dire, oui, par exemple, j'ai fait exprès, c'était un document que j'avais besoin pour telle raison. OK, dans le workflow, par exemple, ça va demander la permission au manager. Le manager va donner la permission et hop, on envoie le document. Donc, ça veut dire que c'est un truc qui était légitime, mais qu'on n'avait pas encore compris dans le cadre de la règle. Le deuxième cas d'usage, c'est non, c'était pas légitime, je me suis trompé, parfait, on le bloque, ça finit là. Donc, tout n'a pas besoin d'ouvrir un ticket. On peut ouvrir des tickets, on peut transférer tout ça sur ServiceNow, des trucs comme ça. On a une plateforme de traitement pour vos incident handlers, donc les gens qui vont gérer vos cas, mais tout n'a pas besoin de finir un ticket parce que ça ne vous aide pas en fait. S'il y a 50 incidents, puis ça ouvre 50 tickets, puis que la personne, ça y prend une demi-heure par ticket, là, vous avez comme 2 semaines de travail. Fait que c'est pas ça qu'on essaie de faire. On essaie vraiment de compléter le cycle puis d'aller automatiser le plus possible pour avoir des workflows qui sont intelligents. Puis ça c'est modifiable vraiment à l'infini, puis on en rajoute des différents là, à chaque patch. La dernière étape, une fois que tout ça est fait, donc vous avez compris vos données, les channels, le type de data, on a fait la règle, on l'a validée avec le machine learning, elle fonctionne bien. On a notre automated workflow qu'on valide, c'est un vrai incident. On ship ça dans le registry. Le registry, c'est important. Les cases que je vous ai montrées, c'est des vraies cases. Il faut faire attention à ce qu'on marque. Conseil légal qui n'est pas un conseil légal. Tout ce que vous pouvez marquer, vous avez marqué là-dedans, si vous faites auditer, c'est sûr qu'ils vont le regarder. Fait que faites attention à ce que vous marquez. Marquez les choses qui sont réelles, qui sont vraies, pas nécessairement des opinions. Toutes les cases que vous voyez là, c'est vraiment l'information que vous êtes supposé mettre. Vous pouvez voir à peu près 8 premières cases, c'est vraiment lié à l'incident. Puis les 3-4 dernières, c'est est-ce que c'est un incident grave? Et si oui, c'est là que vous devez, dans le fond, notifier la commissionnaire à la vie privée. Donc, c'est la Privacy Commissioner. Donc, c'est très important de valider, d'avoir des process qui sont stricts, mais de aussi comprendre ce qui rend un incident sérieux versus un qui ne pose pas le risque of grave injury, donc je ne sais pas comment en français on l'appelle, de dommages graves ou de blessures graves. Fait que c'est ça la loi, puis c'est ça un peu la case finale de votre incident. Là, d'un point de vue Zscaler, nous on a pris ça un step encore plus loin. On est capable d'aller voir toute votre posture de risque, incluant le malware, incluant le data protection, dans un seul dashboard. Donc on vient faire l'agrégation des données, de tout ce qu'on voit, puis on vient mettre ça dans un seul dashboard.
Vous êtes capable de voir, par exemple, la force de vos contrôles. Donc, est-ce que les contrôles sont bons pour mitiger? Est-ce qu'on voit qu'il y a des choses qui passent que vous devriez peut-être changer? Donc, on vient vous donner un peu une formule qui est agrégée. Puis, on vient même rattacher ça à des données qui sont financières. Donc, on prend les études, puis on contre-valide avec les études. Par exemple, votre posture de risque en ce moment, on assume que c'est X. Et si vous la mettiez à Y, vous pourriez, dans le fond, sauver environ 5,8 millions lors d'une prochaine brèche parce qu'on assume qu'une compagnie de votre taille, en moyenne, a une brèche peut-être à chaque 5 ans, du coup, de 20 millions. Donc, on vient tout faire ça. Donc, pour vous, à quoi ça sert en fait ça? C'est que si vous êtes un GRC leader ou un Data Protection leader, vous êtes capable de regarder ça et de me dire, OK, c'est quoi le contrôle qui va affecter le plus ma posture de risque? Fait que vous êtes capable de prioriser. Je sais que ça, c'était un programme qui était de taille énorme dans certaines institutions financières. Ils ont des départements complets de qu'est-ce qu'on priorise en premier en fonction de la posture de risque. Ça vient vous aider. C'est un bon intrant. Donc, on vous fournit tout ça, puis ça vient mettre un dollar amount. Fait que c'est très facile de retourner et de dire on pense qu'on devrait faire tel projet avec tel contrôle en premier parce que ça vient mitiger notre risque à la hauteur de tel dollar amount. Donc, on pensait que c'était une bonne valeur pour vous. La beauté de ça aussi, c'est que ça vient mapper automatiquement tous vos contrôles dans le MITRE ATT&CK Framework. Vous voyez, là, on a 83 des 195 tactiques et techniques qui ont été, dans le fond, assignées dans le cadre des règles que j'ai faites, mais on peut aller mapper tout de long en large. Fait que si vous fonctionnez avec le MITRE ATT&CK Framework, on vient tout mapper ça automatiquement, puis c'est vraiment de toute beauté. Vous pouvez même le modifier ou le customiser si il y a des choses que faites avec d'autres outils qu'on n'a pas nécessairement l'intégration. Bien, vous pouvez venir le mapper. Puis, en fait, d'année en année, là, on augmente nos intégrations. Fait que c'est une question de temps avant que vous pouvez avoir tout ça de manière agrégée. On fait aussi le NIST Cybersecurity Framework. Puis là, lui, il est en bêta, il est nouveau, mais on en release dans le fond à chaque fois. Il y a SEC aussi. Là, on a une posture de risque spécifique pour le SEC. Donc, si vous êtes lié à ça, ça peut vous aider aussi au niveau des institutions financières ou des compagnies qui sont publicly traded en bourse aux États-Unis. Fait que là, la morale de l'histoire, c'est vous n'allez jamais capable de gagner dans un Data Protection Program parce qu'il y a toujours des gens qui vont trouver des channels que vous ne connaissiez pas, qui vont sortir de l'information que vous ne connaissiez pas. Puis de toute façon, c'est très, très, très difficile de se battre contre des hackers sur une base quotidienne. Fait que les leçons, en fait, c'est regarder les recommandations. On sait que c'est difficile de les opérationnaliser. Faites attention au nombre de channels, au type de données. C'est très difficile à détecter. Essayez de choisir une plateforme qui va pouvoir couvrir le plus possible de vos angles morts. C'est pas possible de tout couvrir, mais essayez d'en trouver le plus. Faites votre rule set. Testez-le avec du machine learning si possible. Automatisez la gestion d'incidents parce que sinon vos instant handlers vont se retrouver avec 200 incidents par jour. Feedez votre registre. Puis si possible, essayez d'avoir votre posture de risque au sens large parce que ça va vous donner la visibilité sur tout le programme que vous venez de construire. Merci. Vous avez des questions, je sais qu'il y a un micro. Si vous n'avez pas de questions, sinon je vais rester ici après aussi. Fait que ça me fait plaisir.